Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau d'À vos droits pour parler de télésanté. Un chiffre record, 9,4 milliards de téléconsultations réalisées chez les médecins généralistes en 2021. Au programme aujourd'hui, l'éthique, la régulation, le droit des patients, mais surtout les enjeux et perspectives d'avenir de la télésanté et un focus tout particulier sur la téléchirurgie. À mes côtés, Jade Lemaire qui va nous parler des aspects juridiques et Alix Potier qui va nous parler de l'aspect médical. Bonjour et merci de votre présence. Bonjour. Jade, vous êtes notre expert juridique aujourd'hui, et pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qu'est la télésanté ? Alors la télésanté, telle qu'elle est définie par le gouvernement, regroupe l'ensemble des activités, donc les soins, les consultations, etc., exercées entre des professionnels de santé et leurs patients grâce au numérique. Ainsi, la télésanté, qu'on appelle aussi e-santé, a vocation à faciliter et améliorer la prévention, le traitement, le diagnostic et le suivi médical. Elle recouvre un domaine qui est donc assez vaste et en constante évolution, qui va de la médecine à distance aux objets connectés, à vos applications sur votre smartphone, ou même les pacemakers, les montres connectées qui prennent votre rythme cardiaque. Donc, durant mes recherches pour préparer cette émission, c'est vrai que j'ai entendu parler de télésanté, de télésoins, télémédecine. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la différence ? Parce que c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression qu'on vise la même chose. Oui, bien sûr. En fait, la télésanté, elle est composée de deux domaines d'activité. D'abord, la télémédecine, qui est la principale composante de la télésanté, qui est définie dans le Code de la santé publique. Ce sont donc les activités réalisées à distance par les professionnels médicaux. Les professionnels médicaux, ce sont les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes. Et la différence avec le télésoin, c'est que ce dernier concerne, lui, les activités réalisées par soit les pharmaciens, soit les auxiliaires médicaux. Les auxiliaires médicaux, c'est les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les diététiciens, etc. La télémédecine, donc la première partie, comporte en son sein 5 types d'actes. La téléconsultation, comme son nom l'indique, une consultation faite à distance grâce aux outils numériques de l'information, de la communication. On a aussi la télésurveillance qui se fait grâce à des instruments médicaux placés directement sur le lieu de vie des patients. On a aussi la téléexpertise et la téléassistance qui permettent respectivement de demander l'avis d'un confrère ou de l'assister à distance. Et enfin, on a la régulation médicale telle qu'elle est réalisée couramment par les centres du 15, le SAMU, qui permettent d'apporter une réponse médicale à distance et orienter les patients dans leur parcours de soins. Merci. Moi, la question que je me pose, Alix, c'est est-ce que la télésanté est réellement utilisée dans le monde médical ? Est-ce que les médecins utilisent la télésanté au quotidien ? Alors oui, relativement depuis la crise sanitaire de la Covid-19, la téléconsultation a réellement transformé la pratique médicale en offrant des moyens innovants pour fournir des soins, améliorer l'accessibilité et la continuité des services de santé. Alors, on le sait, vous venez de le dire, le consentement du patient est un point important. Comment le patient peut-il donner son consentement à distance et comment le médecin peut-il s'assurer de la réalité du consentement ? Là, vous le soulevez à juste titre, le consentement du patient, c'est quelque chose qui est primordial. Il doit être impérativement éclairé, ce qui veut dire que le consentement doit être plein et entier, mais surtout que le professionnel de santé doit donner à son patient l'ensemble des tenants et aboutissants du soin, de la consultation, etc. Le principe du consentement éclairé va de pair avec l'obligation d'information qui incombe au professionnel de santé, qui l'oblige à donner à son patient des informations qui soient claires, donc intelligibles, loyales, honnêtes et appropriées, c'est-à-dire adaptées à la situation propre de la personne soignée. Or, la téléconsultation pourrait mettre à mal ces principes, en ce qu'instaurer une si grande distance entre le professionnel de santé et le patient contribue à affaiblir une relation qui se veut à l'origine de proximité et de confiance. De la même manière, selon le journal Les Échos, une téléconsultation dure en moyenne 10,5 minutes, ce qui est moins qu'une consultation physique qui, elle, tourne autour des 18 minutes. Donc, une telle situation pourrait mener à un manque d'information de la part du professionnel et ainsi un consentement altéré du patient. Alors de mon point de vue, le patient, en prenant son rendez-vous lui-même pour prendre la consultation en télésanté, exprime sa volonté de recourir à ce mode de prise en charge. Dès lors, le consentement est difficilement contestable car c'est une démarche qui est volontaire et qui est réfléchie. De plus, en télésanté, le consentement est souvent mieux structuré, le temps dédié est plus flexible car il n'y a pas de salle d'attente à gérer, moins de retard, le patient est souvent également plus à l'aise. En présentiel, un geste pourrait être mal perçu ou encore mal compris. La télémédecine offre ainsi un environnement plus propice à un consentement éclairé et explicite. Et j'aimerais également savoir si la distance, l'absence de contact humain affecte la relation patient-médecin.
Alors la télémédecine est loin de déshumaniser, offre la voie à une médecine plus personnalisée où chaque patient peut recevoir un suivi plus adapté à ses besoins et à sa situation. Attention, j'ai pas dit que la télémédecine avait vocation à remplacer la relation humaine, mais à l'améliorer, que ce soit en présentiel ou en télésanté, en téléconsultation, pardon. Le ressenti du contact dépend du professionnel de santé, de son professionnalisme ainsi que du patient. Qu'en pensez-vous, Jade ? Eh bien écoutez, une enquête nationale a démontré que 75% de la population a recours à la téléconsultation en remplacement d'une consultation présentielle. Donc 75% des gens négligent le contact humain avec leurs soignants. De même, une énorme majorité d'entre eux déclarent téléconsulter un professionnel de santé autre que leur médecin traitant. Donc un médecin avec lequel ils n'ont noué aucune relation préalable. Je suis désolée, mais je vois mal comment un médecin qui ne connaît pas son patient, qui ne connaît souvent pas non plus ses antécédents médicaux et qui ne réalise en général pas d'examen clinique, pourrait établir le meilleur diagnostic possible. Je n'ai à titre personnel aucun problème contre la télémédecine, loin de là, elle a bien évidemment de nombreux avantages, mais je suis assez réticente à la voir prendre le pas sur la consultation physique telle qu'elle a toujours existé. Merci. J'ai envie d'aborder avec vous maintenant une prouesse incroyable qui a été réalisée fin 2024 à Bordeaux, puisqu'un chirurgien a retiré un rein d'un patient à distance, puisque ce patient se trouvait à Pékin, en Chine, à plus de 8000 km. Alors voilà, il commandait à distance un robot. Sur place, évidemment, des médecins en chair et en os pour assister le chirurgien qui se situe à Bordeaux. Donc des médecins en chair et en os à Pékin. Le décalage entre les commandes du chirurgien et entre le robot n'était que de 132 millisecondes. C'est totalement imperceptible à l'œil nu. Qu'est-ce que vous pensez, Alix, de cette prouesse médicale ? Et moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ceci est révolutionnaire. Ces robots chirurgicaux offrent une précision inégalée, permettant de réaliser des gestes complexes avec une marge d'erreur minime. Ces outils technologiques réduisent les tremblements humains, améliorent la visibilité grâce à des caméras 3D haute définition. Merci. Encore une question. La télésanté est-elle, selon vous, une solution pour améliorer l'accès aux soins et puis pour lutter contre les déserts médicaux ? Alors globalement, je pense que les technologies permettent de soigner des patients qui sont éloignés des grands centres hospitaliers, tout en maintenant un niveau de soins, une qualité de niveau de soins plutôt élevée. Donc, Oui et non. Certes, pour moi, la téléconsultation est pratique dans bien des cas. Cependant, il me faut nuancer ce propos en expliquant d'abord que, concernant la téléconsultation, que faisons-nous de l'accessibilité à la téléconsultation des personnes défavorisées, qui ne disposeraient pas d'ordinateur, de smartphone, de tablette, ou même des personnes âgées, qui même avec ces outils ne sauraient pas forcément s'en servir ? Que faisons-nous des mêmes personnes dans les zones rurales dont vous parlez, qui ne bénéficient pas des connexions Internet nécessaires à la visioconférence ? Pareillement, pour la téléchirurgie dont vous venez de parler, je connais malheureusement personne qui ne dispose d'un robot chirurgien pilotable dans son salon. Pour avoir accès à ce genre de technologie, il faut se rendre dans les grands hôpitaux, les grandes cliniques qui disposent de beaucoup de moyens. Et vous savez comme moi que ces établissements sont bien souvent situés dans les grandes villes, non dans les zones rurales. J'aimerais faire un focus maintenant sur le droit des patients. Est-ce que c'est vraiment possible d'assurer avec certitude l'ensemble des droits des patients, que ce soit respecté tout au long du parcours de télésoins ou de télésanté ? Est-ce que c'est réellement possible ? Bien écoutez, que ce soit possible ou non, ces droits du patient doivent absolument être respectés. Qu'il s'agisse du consentement du patient, du secret médical, de la qualité et de l'égalité des soins également, tout doit être respecté. Mais il y a également la protection des données personnelles des patients, qui est un point majeur dans la télésanté, car les pirates informatiques existent, sont très doués et sont très nombreux. Il est donc nécessaire de s'équiper d'une solution de vidéotransmission sécurisée qui permette la confidentialité des échanges entre les patients et les professionnels. Selon moi, contrôler chaque fait et geste de chaque praticien, de chaque patient, est une affaire bien compliquée. Alors si je peux juste me permettre de rajouter une dernière chose, le risque de non-respect de ces droits existe en effet, mais en général je pense que les professionnels de santé en ont pleinement conscience, que ce soit en virtuel ou en physique, les droits du patient sont respectés et je pense qu'en cas de manquement à ces droits, ils seront sanctionnés. Merci Alix, merci Jade pour vos décryptages et merci à vous d'être fidèles à vos droits. Et je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une émission sur la télésanté et la responsabilité médicale.